Générique du début du podcast The Strange Land. Oh yeah. Bonjour Nico. Bonjour Trognette. Comment vas-tu Nico? Très très bien. Est-ce que tu peux nous présenter les deux invités d'aujourd'hui? Tout à fait. Alors, on a ici invité deux guests en même temps. Donc, Lucie Bambi Babayan, bonjour. Salut. Et la fille reine, Salut. bonjour. Salut Nikos. Salut Justine. Salut. Bienvenue. Et donc, vu qu'on a la chance d'accueillir ces deux artistes avec plein de talent, et donc on saute sur l'occasion pour les inviter au podcast de Strangeland. Voilà Voilà la très bien. petite histoire. Alors moi j'ai une question. Vous êtes venus ensemble? Vous êtes venus ensemble depuis Lyon. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre décision de venir en même temps? Ça fait déjà quelques temps que moi je viens en guest ici et c'est un endroit que j'aime beaucoup l'équipe, j'aime beaucoup la ville et étant donné que la fille reine, donc Cécile, bouge peut-être un peu moins souvent que moi, en tout cas depuis moins longtemps que moi dans le cadre du tatou. Du coup, je lui ai proposé l'idée et de manière aussi à peut-être le motiver à bouger. Et on avait déjà fait cette expérience-là en allant à Paris en guest ensemble. Et du coup, il a dit oui. Et donc, forcément, je vous ai demandé si c'était OK. Et voilà. Et nous voilà ici. On est ravis de vous recevoir tous les deux, c'est trop cool. Et alors Cécile, c'est ta première fois à La Rochelle. La 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 Rochelle. La Rochelle. C'est ça, j'ai jamais mis les pieds ici auparavant. Ok, alors ça fait pas longtemps que tu es arrivé ici, ça fait un peu plus de 24 heures, disons peut-être 30 heures que tu es à La Rochelle. Est-ce que tu peux nous donner tes premières impressions? Je vois à ton sourire que tu as beaucoup de choses à dire. Hein. Ces 30 premières heures ont été... J'ai passé quand même beaucoup de temps à dormir et au shop, et du coup j'ai pas encore pu explorer vraiment La Rochelle, mais c'est vrai que en me baladant et en faisant les trajets, je me rends compte que la population est très différente de ce que je peux croiser à Lyon. Ok. Et il n'y a pas beaucoup de mixité, on va dire. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de mixité et je me sens beaucoup regardée dans la rue par la population qui passe, et j'ai l'impression que c'est quand même... voilà. J'ai l'impression d'être un petit peu le seul queer dans la rue avec Lucie, et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, en tout cas. Ok. Bah... Ça me... Welcome to my world. Non, je rigole. Je pense que La Rochelle, c'est une ville qui est en train d'évoluer beaucoup. Et on a eu les 2 dernières années, les 2 premières Pride de La Rochelle, qui ont été des événements surprenants en fait, par leur popularité et par leur inclusivité, etc. Mais je pense que c'est vrai que c'est nouveau à La Rochelle. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? J'imagine je sais que c'est vrai. On en a parlé il y a justement pas si longtemps que ça, quand on était chez les libraires, les Rebelles Ordinaires. Et c'est pas une ville où les personnes queer n'existent pas. Il y en a même beaucoup. Mais jusque-là, peut-être qu'il n'y avait pas forcément eu des lieux ou des événements fédérateurs, en fait. Où du coup, chacun faisait son truc dans son coin. Il y a quand même une grosse association interrégionale qui s'appelle ADEOS, qui est vraiment sur le terrain pour toutes les questions vraiment un peu socio-politiques des personnes queer qui sont vraiment au taquet. Mais bon, eux, tu les vois pas forcément en te baladant en centre-ville. Et après, c'est vrai aussi que La Rochelle, là, quand on vient à La Rochelle, c'est très beau le centre-ville, mais en fait... on n'imagine pas qu'il y a aussi des quartiers qui sont un peu plus excentrés, où il y a une vie qui se passe un peu en dehors de la partie un peu... Peut-être la partie centre-ville est un peu beaucoup bourgeois, tu vois. Mais après, en fait, au fil des années, là, il y a quand même maintenant des situations fédératrices qui du coup nous font rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de queer et qui même justement... vu qu'il n'y a pas
Enfin, après, je pourrais parler pendant des heures, mais en fait, c'est justement, vu qu'il n'y a pas vraiment de situation visible, et bien en fait, ils sont un peu invisibilisés. Et quand tu commences à créer, là, l'hiver dernier, ici, on a commencé à créer, par exemple, le groupe de parole en non-mixité choisi pour les personnes trans. Et ben en fait, tu te rends compte, justement, moi j'ai commencé à créer ça en croyant d'être la seule personne trans de la ville, en me sentant genre, comme ça. Mais ça m'a fait penser je sais pas si vous connaissez, c'était un truc des années 90, ça s'appelait Little Britain. C'était un truc comique. Et en fait, c'était très drôle. C'était ce mec c'était The Only Gay in the Village. Et il était là, because I'm the only gay in the village. Et tout le monde était gay, en fait, tout le monde était queer, mais lui, il était là en mode... So do you go out much? Not really. Is there much of a scene? I beg your pardon? A scene, dear, a gay scene, you know, cocks and frocks. No, there is no gay scene in Llandwy Brefi. Just me. Really? Yes, I am the only gay in the village. Not anymore, dear. Fanny's in town. Et moi, j'ai un peu fait ça. Au tout début, j'étais il n'y a pas de personnes trans. Et quand j'ai créé le groupe de parole, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes queer trans, de personnes non binaires. Et en fait, c'est juste qu'il manque encore le catalyseur de se dire, mais en fait, on est beaucoup. Et du coup, là, avec justement la Pride, cette année, il y avait 4000 personnes. T'imagines La Rochelle, justement, le centre-ville, où ils ont tous des marinières et que là, ils ont vu passer 4000 personnes dans tout le rue. Donc, en fait, il y a du monde. Il faut juste que maintenant prendre la place. Mais... Tu parles de prendre la place, justement. Le shop, la vitrine, c'est un endroit queer, ça se voit de loin dans la rue. Est-ce que ça a été compliqué quand tu as installé cette vitrine-là ici, justement dans ce contexte-là, d'être accepté, ou est-ce que ça a été compliqué avec le voisinage, par exemple? Non, le voisinage, pas du tout. Personnellement, pour ce qui me concerne, moi je sais que mes clients et clientes ont changé depuis mes coming out, depuis la boutique, parce que la boutique, il y a quand même une connotation d'inclusivité et tout. Donc, bien sûr, tu as des personnes qui partent, mais tu as des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, en fait, ça fait juste un recharge. Et alors, toi, Lucie, c'est pas la première fois que tu viens à La Rochelle. Est-ce que tu peux nous parler de tes impressions de La Rochelle, de ton expérience de la ville, de ce que t'aimes et de ce que t'aimes pas? Alors, du coup, moi, ça va faire déjà 8 ans que je tatoue. Et en fait, ça fait pas mal d'années que je fais beaucoup de guests. Et j'ai eu des périodes où ça prenait la moitié de mon agenda. Là, je suis retournée à une version un peu plus light, donc je bouge un quart du temps. Donc une semaine par mois, ce qui est selon moi déjà bien suffisant. Et du coup, je sais que j'aime en fait entretenir quand même des liens vis-à-vis des endroits où je vais. Donc je fais un peu des sortes de tests, c'est-à-dire que j'y vais une première fois, je vois si je me sens bien, s'il y a une énergie qui me correspond et s'il y a une réciprocité. Et à partir du moment où je me sens bien à un endroit, en fait, je sais que je vais y revenir très régulièrement. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en venant ici la première fois. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi je suis revenue aussi souvent. Et vraiment spécifiquement par rapport à la ville, je dirais que... alors j'aime beaucoup bouger et j'aime bouger parce que ça me permet aussi des fois d'être dans des contextes ou des milieux que je ne verrais pas en fait si je restais chez moi. Et ce que je trouve assez drôle à La Rochelle, c'est qu'il y a un côté, une fois de plus je vais parler que de mon ressenti, je dis pas que c'est la réalité, mais je trouve qu'il y a un côté très propre et je pense que c'est très lié au fait que quand je viens, je bosse beaucoup, donc je reste beaucoup dans le centre-ville et je vois pas effectivement tout ce qu'il peut y avoir autour et toute la banlieue en fait qui est certainement très différente, c'est une certitude, mais c'est vrai qu'en tout cas pour ce qui est de ce que j'en vois, c'est une ville qui est hyper proprette, qui est très très mignonne et surtout qui est
très très bourgeoise et c'est un truc qui est assez flagrant quand effectivement je me trimballe en ville où en fait je vois en fait le regard des gens et c'est pas forcément de l'animosité mais très clairement c'est il y a un monde en fait entre je pense ma réalité, ma vie et celle des gens peut-être qui vivent en centre-ville et justement hier on buvait un café avec Cécile parce qu'on était un peu en avance avant de venir au shop et il y a un couple de personnes qui étaient posées derrière nous, c'était un couple hétéro qui avait l'air hyper bourgeois et le mec portait un polo avec des mocassins à gland et moi j'étais en mode oh god et je pense il m'a vu et il a dû se dire la même chose et en même temps je trouve ça intéressant parce qu'on est quand même en capacité de cohabiter dans le même espace et que ça se passe bien en fait mais je sais que c'est pas quelque chose que je vis en fait dans ma vie de tous les jours quand je suis à Lyon et donc en fait en soi je trouve que c'est une expérience assez drôle à vivre et après vis-à-vis vraiment de la ville je trouve que en termes d'architecture c'est vraiment beau, c'est vraiment incroyable. Il y a des je saurais pas comment expliquer, mais il y a quand même énormément d'éléments architecturaux qui sont très anciens, hyper travaillés, hyper beaux, et je trouve ça assez inspirant en fait. Voilà. Donc c'est quand même un endroit où j'aime bien venir, clairement. Donc vous êtes tous les deux venus pour tatouer. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience du tatou? Depuis combien de temps vous tatouez? Comment vous avez appris? De quel background artistique vous venez? Qui veut commencer? Ouais, moi ça fait 8 ans que je tatoue. J'ai commencé à travailler le tatouage dans la ville de Lyon. De base, j'ai toujours fait des formations autour de l'art, mais plutôt au niveau de l'art textile. Et c'est pas que j'ai fait ce choix-là par dépit, mais c'est vrai que j'ai toujours su que je voulais faire du tatou. Et simplement, j'avais l'opportunité de pouvoir faire des études sup. Et du coup, j'ai saisi l'occasion parce que je savais que c'est une chance que j'aurais peut-être plus de mal à avoir plus tard. Donc j'ai quand même fait des études vis-à-vis de l'art textile et une fois que j'ai terminé, j'ai cherché un apprentissage en tatou parce que je savais depuis des années que je voulais faire ça. Donc du coup, j'ai fait un book et puis j'ai démarché les shops de Lyon et j'ai eu la chance du coup de trouver assez facilement, en tout cas, j'ai pas galéré pendant des années ou des mois à trouver, donc c'est vrai que c'était quand même plutôt cool. Du coup, j'ai bossé 3 ans dans le magasin où j'ai appris à tatouer. Et en fait c'était chouette mais c'est vrai qu'avec le recul je pense pas avoir eu un apprentissage très traditionnel et très conventionnel dans le sens où j'ai pas eu un maître d'apprentissage ou une maîtresse d'apprentissage qui me tenait la main et qui me disait ok aujourd'hui on va t'apprendre à faire des lignes, demain tu vas apprendre à faire des aplats de couleurs. C'était plus en mode moi je considère que j'étais autodidacte dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire que je bossais dans un shop de tatou où il n'y avait pas vraiment de résidents, en tout cas les premiers mois où j'ai commencé. Et par contre, il y avait beaucoup de guests, puis il y a eu des résidents, mais c'était pas vraiment mes maîtres d'apprentissage. Mais en tout cas, j'ai toujours été entourée de professionnels connus et reconnus qui bossaient depuis des années, qui avaient un style hyper marqué et qui techniquement savaient faire beaucoup de choses. Donc ça m'a permis aussi d'avoir accès à ça et de pouvoir poser autant de questions que je voulais. Donc ça, c'était hyper enrichissant. Ça m'a permis aussi, mine de rien, d'être dans un tattoo shop qui existait depuis pas mal de temps et qui était tenu par quelqu'un qui faisait du piercing depuis très très longtemps. C'est un des plus vieux perceurs de Lyon encore en activité. Et donc c'est quelqu'un aussi qui a toujours un peu baigné dans la culture punk, dans la culture liée à la modification corporelle. Et du coup, c'est quelque chose qu'il aimait transmettre en fait, donc ça m'a permis aussi d'avoir accès à ça, mais malgré tout comme j'avais pas vraiment quelqu'un qui me tenait la main, je pense que j'ai mis aussi longtemps finalement à acquérir techniquement les bases, parce que je pense qu'au fond de moi j'aspirais toujours à avoir quelqu'un qui me pousse et qui m'aide. Et au final je me suis quand même beaucoup fait, pas tout seul parce que j'étais accompagnée, mais c'est quand même venu de moi quoi. Voilà, du coup j'ai bossé là-bas 3 ans.
Après, du coup, j'ai pris la décision de partir parce qu'on m'a débauchée. En fait, on m'a proposé une place qui était intéressante aussi, mais qui était un peu plus loin, qui n'était pas dans Lyon, qui était dans Vienne. Donc, c'est une ville qui est relativement proche de Lyon. J'y ai bossé 3 ans aussi. C'est chez Bleu Carbone, du coup. C'était vraiment très, très chouette, même si ça m'a demandé beaucoup d'efforts et ça m'a pris beaucoup de points de vie parce que c'était quand même un petit peu loin de Lyon, donc il fallait que je prenne le train le soir, le matin, donc j'avais 2 heures de transport par jour. Mais ça valait le coup parce que j'avais un confort de travail qui était très chouette, j'avais des collègues qui étaient très chouettes aussi, et du coup ça m'a fait aussi le plus grand bien. Je pense que ça m'a permis aussi d'avoir accès à pas mal de choses, notamment le fait d'avoir une clientèle, le fait d'avoir aussi un cadre et d'avoir un endroit où travailler qui était hyper carré au niveau de l'hygiène, au niveau de pas mal de choses. Et ça, c'est quelque chose qui finalement est assez difficile à trouver, je trouve, dans nos milieux. Donc ça m'a fait du bien de bosser là-bas. Et après, du coup, j'ai pris la décision de partir. Je suis partie vivre, du coup, 1 an à Lille. C'était un endroit où je venais en guest assez régulièrement et où, en fait, j'avais déjà un groupe social existant, on va dire. J'avais pas mal d'amis, des connaissances, etc. Et du coup, ça m'a motivée à bouger. Donc j'ai bossé 1 an là-bas. Et donc je faisais 2 semaines à Lille, 2 semaines après en guest ailleurs sur la route. Et c'était vraiment pareil, c'était vraiment hyper chouette. J'étais assez contente de bouger là-bas. C'était un peu difficile parce que c'était la période avec le Covid, donc j'ai pas non plus pu bouger autant que j'aurais voulu et faire autant de concerts que j'aurais voulu, mais en tout cas ça m'a fait le plus grand bien. Et puis après j'ai pris la décision de retourner vivre à Lyon et du coup de bosser dans le shop dans lequel je suis actuellement avec du coup des collègues que j'ai connus au début de ma carrière et du coup surtout en totale équité, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement horizontal les uns les unes avec les autres, et donc en fait on partage le loyer équitablement, toutes les charges équitablement. Et ça aussi c'est hyper agréable parce que j'ai toujours travaillé jusqu'à présent dans des shops où il y avait des fonctionnements avec des pourcentages. Moi, pour vous donner une idée, quand j'ai commencé à travailler pendant 3 ans, je donnais la moitié de ce que je faisais au magasin dans lequel je travaillais, ce qui est très très élevé, en sachant que du coup en plus de ça j'avais toutes les charges à payer, et donc en fait je gagnais ma vie, mais j'étais obligée de faire des horaires de travail pas possibles en fait pour réussir à gagner un SMIC. Et du coup à partir du moment où déjà j'ai changé de shop, j'étais à 30%, ce qui était quand même beaucoup plus correct, puis à 20%, et maintenant du coup j'ai mon shop quoi. Donc du coup c'est vrai qu'en termes de charge c'est beaucoup plus correct quoi, c'est beaucoup plus facile, et donc je me retrouve aussi à avoir un emploi du temps qui est plus allégé, qui me correspond mieux, où j'ai moins besoin de travailler 100 € pour réussir à payer mon loyer. Donc ça c'est quand même un super avantage, et je le souhaite en fait à toute personne qui fait du tatou, de pouvoir avoir un lieu où travailler et que ça coûte pas des milliers et des cents quoi. Donc voilà. Et puis après ma pratique du tatou, je dirais que comment dire, je sais que j'ai toujours voulu faire ça parce que ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée énormément. Je pense que la question de la réappropriation du corps, la manière de percevoir son corps, de le modifier, de l'embellir, je pense c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, et je trouve ça juste magique en fait de voir tout le bonheur qu'on peut apporter en fait aux gens, de voir aussi par exemple des personnes qui peuvent avoir beaucoup de complexes ou de la dysphorie, et de réussir en fait juste en rajoutant une image sur ces personnes, de voir à quel point en fait c'est des choses qui peuvent être presque balayées en fait grâce au tatou. Et je trouve que du coup c'est un métier du care qui est exceptionnel parce qu'il allie à la fois cet aspect-là et en même temps une pratique artistique dans laquelle on peut constamment se renouveler, parce qu'il y a des styles infinis dans le milieu du tatou, et du coup on peut toujours évoluer pour faire de nouvelles choses et des nouvelles expériences et des nouvelles techniques aussi, parce que voilà, moi par exemple je sais pas du tout faire de réalisme, peut-être qu'un jour j'en aurai marre, j'aurai envie d'apprendre, et puis j'en ferai peut-être autre chose, et
hyper intéressants et qui, je trouve, nous permettent toujours de nous pousser plus dans cette pratique. Tu parlais, on viendra tout à l'heure, mais tu parlais de ta pratique des arts textiles. Comment est-ce que tu dirais que ta pratique des arts textiles renseigne ta pratique du tatou, d'une part ? Et ensuite, 2 petites questions fun, mais peut-être pas si fun que ça. Est-ce qu'il y a un motif que tu adores tatouer ? Est-ce qu'il y a un motif que tu détestes tatouer ? Ok. Alors par rapport au lien entre l'art textile et le tatou, je dirais qu'il y a des liens qui se font dans le sens où déjà c'est des pratiques qui sont hyper minutieuses l'une et l'autre, qui se travaillent avec des aiguilles l'une et l'autre, et c'est aussi des choses qui sont en lien avec le corps la plupart du temps, parce que souvent le textile a pour vocation d'être porté, pas tout le temps mais souvent, et donc il y a aussi un peu quelque chose qui touche à l'ordre de l'identité, et donc comment finalement que ça soit finalement le tatou ou le textile, comment c'est des supports finalement d'expression de sa propre identité, et comment finalement, enfin c'est une manière, comment dire, c'est quelque chose qui nous permet d'exister aux yeux du monde et des autres et de nous définir, et du coup je pense que c'est 2 pratiques qui pour moi sont coexistantes, je pense. Et après c'est vrai que quand je me suis mis à apprendre à tatouer, j'ai mis on va dire un petit peu l'art textile de côté, parce que je pense que j'avais besoin de travailler, d'apprendre la pratique du tatou, et une fois que j'ai estimé que j'étais un peu plus solide là-dessus, j'ai pu me remettre plus à faire de l'art textile. Et maintenant je suis assez contente parce que j'arrivais à faire les 2. Alors j'aimerais avoir encore plus de temps pour pouvoir tout faire comme je l'aimerais, mais en tout cas j'arrive à peu près à concilier les 2, et ça c'est plutôt chouette. Et voilà. Et après par rapport au tatou et aux motifs que j'aime particulièrement, je crois que plus je fais ce métier et plus finalement j'aime tout faire. C'est-à-dire qu'au début je pense que j'étais très contente de pouvoir vraiment faire uniquement mes motifs et surtout de faire vraiment des choses qui me parlaient profondément. Maintenant je me rends compte que ce qui m'intéresse le plus c'est le lien humain, et du coup finalement je me retrouve à être très heureux finalement à faire des fois des motifs que j'ai pas forcément entièrement conçus et que j'ai travaillé avec la personne qui vient me proposer ce projet, que des motifs que j'ai fait de A à Z, et des flashs par exemple que les gens choisissent. Donc voilà, je pense que très clairement j'aime profondément ce métier, et du coup je suis heureux de tout faire. Après vraiment des choses que j'aime faire de manière inconditionnelle, je dirais que tout ce qui va être lié de près ou de loin à la nature, donc tout ce qui va être motif floral, les végétaux, les insectes, les animaux, c'est quand même toujours des choses que j'aime profondément faire. Peut-être aussi parce que c'est des motifs qui demandent techniquement c'est moins complexe, je dirais, que faire des motifs ornementaux hyper chiadés où tu vas transpirer du cul parce qu'en fait il faut absolument que tout soit parfait, et en même temps même ça je l'aime bien parce que c'est aussi un challenge. Et après des choses que j'aime vraiment pas faire, forcément je vais peut-être moins aimer faire ce qu'on appelle du walking, donc c'est-à-dire faire des petits lettrages, faire des tout petits projets que les gens m'amènent et où en fait j'ai aucun moyen de mettre ma patte artistique dedans. D'un autre côté je suis toujours très contente parce que les gens sont heureux quand ils partent et c'est l'essentiel, et en même temps ça me permet aussi de me vider la tête et de pas avoir à réfléchir à ce que je fais quand je tatoue, donc ça aussi c'est son intérêt quoi. Donc voilà, globalement je crois que j'aime un peu tout. Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta pratique du tatou, comment t'as appris, d'où tu viens, et on rebondira après peut-être sur les motifs préférés et les motifs moins préférés. Ouais, j'ai bien retenu. Moi le tatouage j'y suis arrivée plus tard, c'est une reconversion professionnelle un peu tardive à l'échelle de ma vie en tout cas.
J'ai eu la chance de grandir dans une famille où on a toujours été poussé à s'exprimer, et puis si on avait envie de faire des pratiques artistiques, c'était voilà, on était soutenus par nos parents, et c'est vrai que j'ai pu très jeune faire de la musique. Je faisais du dessin avec ma grand-mère qui peignait et qui m'a appris des techniques de base en termes de dessin et de peinture. J'écrivais, etc. Enfin, voilà, j'ai pas grandi dans un milieu particulièrement artistique, mais en tout cas on était poussé à développer des choses si on avait envie, et ça m'a permis quand même très jeune de commencer à avoir des pratiques artistiques. Et après, au niveau des études, donc j'ai fait des études assez longues. Je suis partie dans une branche très scientifique. Puis après, je suis partie plutôt en sciences humaines. Mais ça a été toujours des disciplines où il fallait dessiner d'une façon ou d'une autre. Ok. Je suis passée par la fac de médecine, où on faisait beaucoup de dessins d'anatomie et d'ostéologie. Je suis passée par la fac de biologie, où on faisait beaucoup de dessins schématiques, de dessins fonctionnels, mais aussi de dessins d'observation. Après, je suis partie en archéologie, où malgré tout, maintenant c'est plus des techniques par ordinateur, mais où tu dessines en fait les matériaux archéologiques que tu dois étudier. Et du coup, c'est un peu quelque chose, le dessin, qui m'a suivi pendant toutes mes études, sur des aspects très techniques liés aux matériaux d'études, mais qui a été toujours un peu là, quoi. Et parallèlement, donc pendant mes études, et puis après quand j'ai commencé à taffer dans ces domaines, enfin en lien avec ces domaines-là, j'ai toujours gardé des pratiques artistiques comme quand j'étais enfant, donc le soir, le week-end, quand j'avais du temps. Et je suis devenue photographe. C'est un médium qui a pris beaucoup de place dans ma vie et qui prend toujours beaucoup de place. Puis petit à petit, je me suis mis aussi à réaliser des courts-métrages dans un collectif. Et je me suis remis à écrire aussi dans le cadre d'un travail un peu plus militant et féministe. Et donc, mais il y a eu un moment où c'était difficile de faire entrer dans l'emploi du temps un travail à temps plein, et puis à côté avoir ces pratiques-là qui quand même me nourrissaient beaucoup humainement et prenaient beaucoup de place dans ma tête, dans mon cœur, et puis le soir, le week-end. Et il y a 2 ans, du coup, j'ai pris la décision, pour plein de raisons différentes, d'arrêter le travail que je faisais à ce moment-là et d'essayer le tatou. Et par rapport au tatou vraiment en soi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, hein. Depuis le collège, en fait, je savais que je voulais être tatouée. À 18 ans, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est demander un tatouage à mes parents et le faire la semaine de mes 18 ans. C'était vraiment un truc hyper fascinant. Tu sais, un petit peu comme quand t'es plus jeune et que t'es pas encore out auprès de toi-même et que tu regardes les autres courir et tu te dis « Oh là là, ces gens ils me fascinent, mais je sais pas pourquoi. » En fait, c'est juste que c'est les tiens qui t'appellent, quoi. Il y avait un truc un peu comme ça avec les queers et avec le tatou, et encore mieux du coup avec les queers tatoués. Et donc voilà, à partir de 18 ans, j'ai commencé à me faire tatouer, et beaucoup tatouer. Du coup, j'ai quand même récolté pas mal de pièces au cours de ces 15 dernières années. J'ai plus beaucoup de place aujourd'hui. Et à force de parler de tatou, mes amis m'ont offert une machine il y a 5-6 ans. Et du coup, Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que je l'ai vue, cette machine, On veut pas en parler. et que j'ai essayé de la régler. On veut pas en parler. Mais ça a fonctionné pendant quelques mois. Un petit tracteur. Je sais pas, parce que c'était une copie de... C'était une copie, ouais. Oui, c'était une copie de quoi? Je sais plus... J'ai plus le nom là en tête. C'était une Mickey Sharps, non? Ouais, c'est ça. Voilà, c'était une copie de Mickey Sharps. Mais j'ai quand même... je me suis tatouée, j'ai tatoué des amis, et je me suis rendu compte que c'était... je sais pas, ça créait des émotions hyper positives en moi d'avoir cet outil-là dans les mains, et de pouvoir... Après, il y a peut-être un truc d'ego qui parle, mais de pouvoir laisser ma trace indélébile sur les gens partout. Parce que c'est un peu ce qu'on fait finalement. Il y a nous sur les gens partout dans le monde qui restent, et ils pourront jamais se séparer de nous-mêmes. Un cover est si vite arrivé. Arrête, je vais pas entendre parler de ça. Ou même un tatou au sérum phi, voilà. Et voilà, je trouvais ça hyper chouette, et voilà, donc il y a 2 ans, j'en pouvais plus de bosser dans ce que je faisais, pour plein de raisons différentes, et j'avais envie de... et puis mes pratiques artistiques prenaient tellement de place dans ma tête que j'avais aussi envie de pouvoir aller vers ça comme travail, sauf que c'était compliqué parce que
La photographie, j'arrive pas à en vivre. La réalisation de courts-métrages, il y a difficilement de l'argent, et encore plus pas quand tu... Enfin voilà, moi je travaille autour de sujets, que ce soit la photo, les courts-métrages qui touchent au fait d'être queer, au corps, aux sexualités. Donc c'est vraiment les projets où tu ne trouveras jamais de financement. Du coup, c'est très dur de vivre de ça. Le militantisme, c'est du bénévolat aussi. Mais donc le tatou quand même faisait son chemin aussi dans ma tête par rapport à ça, et j'avais fait j'avais organisé des événements militants en lien avec un café qui faisait aussi tattoo shop, et à un moment une place s'est libérée et je me suis dit ça fait quand même longtemps que le tatou j'ai quand même tatoué il y a quelques années, ça me trotte encore dans la tête, j'ai envie d'avoir finalement d'être artiste à temps plein et d'essayer de développer plus de choses dans ma vie. Et je me suis dit, ça peut peut-être être une opportunité, le moment d'essayer ça vraiment sérieusement. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai pu avoir une place dans ce shop. Du coup, c'est un peu comme Lucien, c'était pas un apprentissage, ça n'a pas été un apprentissage classique. Il y a une personne du shop avec qui je m'entends très bien, qui m'a pris sous son aile et qui m'a montré pas mal de choses et qui m'a beaucoup aidé à me lancer au début. Et après, voilà, j'ai vite travaillé de façon indépendante. Voilà. Alors après, c'est très cool, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un milieu, le tatou, qui est quand même qui se sature un petit peu, et je pense que ça devient très difficile, voire impossible de toute façon, d'avoir des apprentissages un peu au sens classique tel qu'on l'entend, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui pendant 2-3 ans te prend sous son aile et t'apprend et te montre tout. Donc je suis déjà content d'avoir pu avoir une place en shop, mais c'est vrai que je pense qu'il y a le revers de la médaille, c'est qu'il y a des choses que j'apprends plus lentement que ce que je pourrais faire si j'avais quelqu'un pour me montrer tous les jours et regarder ce que je fais tous les jours. Mais voilà, c'est comme ça, je suis déjà très content d'avoir pu avoir une place. Et aujourd'hui, donc, ça fait 2 ans que je fais ça, donc en répartissant mon temps entre le tatou, la photo, les courts-métrages, l'écriture, le militantisme, et voilà. Tout ça se met en place petit à petit depuis 2 ans, et c'est très très chouette. Ok. Et tu travailles dans quel shop aujourd'hui ? C'est un shop qui s'appelle Les Sales Gosses, donc à Lyon, dans le 1er arrondissement. Ok. Et qui est un shop... alors l'idée de la diversité, c'est une valeur qui est très importante dans ce shop-là. Donc alors on est nombreux, on est une grosse équipe à bosser là-bas, mais on est tous et toutes queer et ou racisés. Et c'est aussi, d'ailleurs, en parlant de militantisme, je trouve que comme beaucoup de métiers, c'est un métier qui traditionnellement, on en a beaucoup une image très masculine de métier fait par des vieux mecs bikers très sexistes. En tout cas, moi, c'est l'image que j'en avais beaucoup il y a 10-15 ans, et aujourd'hui, je suis content qu'il y ait quand même une population de tatoueuses plus diversifiée, je pense. Plus queer, qui assume aussi ce côté queer, et qui du coup va donner envie aussi à d'autres gens d'aller se faire tatouer, parce que c'est vrai que quand on est une personne assignée femme, traumatisée par les hommes, tu vas pas aller dans un shop avec des vieux bikers sexistes en fait. Et ça permet aussi, je pense, d'avoir petit à petit une diversité de tatoueuses, et d'arriver à m'inclure là-dedans, de proposer des choses à une diversité de clientèle plus importante, et de pouvoir aider des gens, plus de gens en fait. Et je trouve ça bien, par exemple, les shops comme ici, ou comme celui dans lequel je bosse à Lyon, qui est vraiment cette étiquette queer posée dessus fièrement. Pour moi, c'est hyper important, et c'est un côté militant certain, quoi. Entre le fait d'être queer et le tatou, entre justement le fait d'avoir des pratiques inclusives, vous avez tous les deux dit que c'était important pour vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rajouter sur la pratique dans votre shop, votre pratique personnelle ? Moi, ça fait écho à quelque chose après qui est pas forcément hyper positif quelque part, mais en fait la question de l'inclusivité, en fait, pour moi, elle est fondamentale, elle devrait l'être pour tout le monde, mais je veux dire pas juste pour toute la vie, dans tout en fait. Et c'est ça le problème en fait, c'est ça le fond du problème, c'est que si on en arrive actuellement dans beaucoup de shops à mettre cet aspect là vraiment en avant, c'est parce qu'en fait c'était pas le cas avant en fait, dans les tattoo shops, mais même encore maintenant. Moi j'ai des gens qui viennent dans mon shop qui à la base existe depuis 30 ans, c'était un vieux tattoo shop, ou même j'ai beaucoup bossé quand même dans des vieux tattoo shops où en fait
très clairement les gens ont peur en fait de rentrer et de parler avec nous, et parce que je pense que déjà la pratique en soi elle peut être un peu compliquée en fonction de son passif, etc., et que donc bah forcément des fois faire cette démarche ça peut être compliqué à titre personnel, mais en plus c'est des gens qui ont peur aussi de nous parce que historiquement le tatou effectivement ça ramène à quelque chose du bad boy, des TDS, de quelque chose qui finalement fait peur à une grosse partie en fait de la population. Du baigneur aussi. Voilà. Donc il y a de ça, mais quand tu grattes un petit peu plus, effectivement, bah oui, tu vois qu'effectivement, c'est aussi des milieux qui avaient un peu ce truc de masculinité toxique poussé à l'extrême dans certains cas, où du coup, en fait, typiquement, si tu viens et que tu demandes quelque chose qui se veut peut-être un peu trop fleur bleue pour la personne, enfin, tu peux te prendre des commentaires désobligeants, où la personne va très clairement montrer sa désapprobation, le fait que, bah, en fait, ça l'intéresse pas. Enfin, je pense qu'il peut en tout cas y avoir eu des comportements comme ça, et donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles actuellement il y a beaucoup de lieux qui mettent vachement l'accent sur l'inclusivité, sur le fait que effectivement tout projet et toute personne sont là entre guillemets bienvenus. Après des fois moi ça m'embête un petit peu parce que quand tu vois ça, des fois c'est poussé un peu à l'extrême, dans le sens où ça devient limite à une manière de montrer patte blanche et de dire à quel point on est beau et fabuleux et qu'on n'est pas du tout des personnes problématiques, et je pense que c'est faux en fait, c'est complètement faux, même si on essaye au maximum d'être inclusif et d'accueillir tout le monde, on est tous aussi des humains, on fait tous des conneries, on dit tous des trucs, enfin voilà, on peut tous être problématiques, donc ça c'est un truc que je tiens à souligner. Et je finirai aussi sur un truc qui aussi peut poser problème, c'est que voilà, ce truc de toujours dire que on est inclusif, on aime tout le monde, ça devient un peu aussi une sorte de truc un peu publicitaire quelque part, et mercantile je trouve par moment, et par exemple c'est ce qui a pu se passer notamment sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, quand il y avait des listings de personnes qui disaient voilà, alors moi je me suis fait tatouer par telle personne et cette personne est safe. Ça n'existe pas, les personnes safe. Breaking news, en fait. Et du coup, il y a un peu ce truc de dire oui, en fait, tu t'es pas fait agresser par cette personne, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque c'est un tatoueur, une tatoueuse, et que, en fait, ces personnes ne doivent pas t'agresser. C'est un peu la base, en fait. On va pas lui donner, en fait, un bouquet de fleurs parce que cette personne ne t'a pas agressé. Et c'est pas parce que cette personne ne t'a pas agressé qu'elle a pas agressé quelqu'un d'autre. Donc, en fait, enfin, ce truc de bien-pensance, de parce qu'en fait, t'es queer et parce que tu te dis inclusif, t'es forcément quelqu'un de génial, bah déjà non. Voilà. Et après dans l'autre sens aussi, des fois c'est un peu creepy parce que je trouve que des fois ça peut nous être reproché. Moi je sais que j'ai des gens des fois qui nous font un peu ces remarques de ouais, vous mettez un peu partout que vous êtes inclusif machin et tout, et que ça doit être quelque chose de très positif systématiquement, mais d'un autre côté faire du militantisme, c'est pas non plus quelque chose de facile, et c'est pas quelque chose qui nous permet d'avoir accès à une clientèle, bien au contraire. Enfin, tu vois, le fait d'être féministe, le fait d'être queer, c'est pas quelque chose qui nous permet, on va dire, d'avoir plus facilement accès à du travail, au contraire. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Je trouve parce que sur les réseaux, on est censuré, parce qu'il y a plein de choses, en fait, qu'on essaie de mettre en place, où, en fait, on se tape de la queerphobie, de la transphobie à gogo. Et en fait, ça fait le tri, en fait. Ça fait complètement le tri aussi dans ta clientèle. Et je pense que y a plein de moments où, en fait, c'est pas que ça me fait chier de m'outer, mais il y a des situations où, très clairement, je sais que, quand j'ai des gens qui viennent me voir pour faire du walking et qu'en fait je les reprends sur mes pronoms parce qu'on me genre, parce qu'en même temps les gens me connaissent pas, donc il y a des situations où je me sens safe et je m'out et ça se passe bien. Il y a des situations où c'est pas que ça se passe mal, mais je sens qu'en fait les personnes sont c'est un peu une sorte de truc un peu malaisant, et où je me dis soit en fait ça passe et c'est cool et ces personnes vont peut-être revenir, soit du coup en fait je vais plus jamais les revoir, et du coup des fois ça me gonfle aussi d'avoir un peu ce truc de dire c'est facile en fait finalement de faire du tatou et d'être queer parce que en fait ça vous fait une sorte d'aura
autour de votre travail et donc c'est plus facile à vendre quoi. Un peu comme du pinkwashing ou enfin voilà, enfin je sais pas. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Du coup, tu penses que ça te donne un aura, et ça du coup, parce que le pinkwashing ou rainbow washing, c'est fait pour justement faire ça pour que tu puisses travailler plus. Mais là, notamment, du coup, tu dis ça ou tu dis plutôt que le fait de faire son coming out, ça t'empêche de... Ça t'empêche. Donc c'est un anti-pinkwashing, c'est un anti-rainbow washing, finalement. Ouais. Le pinkwashing, c'est quand t'es Gucci et que tu fais des binders. Hein. Attention. Voilà. Vous savez que là, ça touche... On se lance sur Gucci. Donc, est-ce qu'on commence... On ouvre les vrais dossiers, là, ça y est. La boîte de Pandore. Non, mais c'est pour ça, du coup, ça peut être... En fait, c'est ça, c'est que je pense que ça... En fait, les deux choses que tu dis elles se contredisent, mais en fait, elles sont vraies en même temps, dans le sens où si t'es Gucci, et du coup, tu dis... Je vais prendre des modèles de personnes trans ou je vais faire le binder. En fait, ça va te créer un truc qui va te faire un peu dire « Ah oui, tu es inclusif, du coup tu vas gagner ». Mais parce que de toute manière, tu étais déjà dans une position de force économique, je parle. Ce qui n'est pas notre cas, en fait. Mais du coup, voilà, dans d'autres cas, quand tu es déjà où tu n'es personne, et en plus tu t'es out, les gens, ils vont... Enfin, moi... Après, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi, je l'ai vu sur moi, d'avoir, quand j'ai fait mon coming out, 80 personnes par jour défollowaient ma page. Mais il y en avait autant qui revenaient. Parce que je pense que c'est parce que, du coup, c'est juste que quand tu tatoues, je pense que dans toutes les pratiques, j'en sais rien, mais en tout cas, le tatou, souvent, tu as vraiment un match énergétique avec la personne que tu tatoues. Et donc, au fur et à mesure que tu te révèles de comment tu es en toute sincérité, mais peut-être qu'il y aura des personnes qui vont être dérangées, qui vont avoir peur que s'ils vont venir, tu vas les saouler avec les pronoms, ou les inclusivités, ou je ne sais rien quoi. Mais après, il y en a des gens qui vont se dire... Mais en fait, j'ai hâte d'aller voir cette personne parce que au moins je peux être tranquille, être moi-même. Donc en fait, c'était Gucci, on le met de côté parce que de toute manière on s'en fiche. Après Gucci ou je ne sais rien, après n'importe Nike que tu mets ton logo Rainbow, mais après tu n'as pas de politique. Enfin bon. Mais en tout cas, sur nos petites vies, que c'est on est plus dans un cadre d'artisanat artistique, parce qu'on a vraiment le rapport 1 à 1, on n'est pas des multinationales, donc quand tu te montres, tu perds des choses, mais tu gagnes. En fait, ça fait un renouveau de gens qui te ressemblent plus, mais le paramètre à prendre en compte aussi, et c'est là où ça devient difficile, et du coup ça rejoint ce que dit Lucie, c'est que le capital économique, c'est pas les gens queer qui l'ont la plupart du temps, et c'est d'une population de gens qui est majoritairement économiquement plus faible et qui n'a pas forcément l'argent pour aller vers des choses de luxe comme le tatouage. Et du coup, tu gagnes effectivement l'admiration de ton travail de personnes queer, mais qui n'ont pas forcément l'argent pour se faire tatouer, mais tu perds l'intérêt de personnes 6-7 qui ont plus du tout envie d'aller vers toi parce que t'es étiqueté queer et féministe, mais qui eux ont des plus gros salaires et auraient plus de thunes pour éventuellement venir se faire tatouer. Et moi je suis contactée par beaucoup de gens qui viennent me dire j'adore ton taf, j'aimerais bien te réserver un flash, mais peut-être dans 3-4 mois quand j'aurai l'argent. Et c'est des gens qui souvent n'ont jamais l'argent en fait, et ça vient jamais, et du coup je vais avoir pas mal de gens qui viennent me solliciter mais sans que ça débouche sur à la fin un tatou. Et du coup je trouve que c'est plus difficile en tout cas de se faire un salaire et d'arriver à vivre décemment quand t'es queer, out et que t'as ces idées là en fait. Ouais, je rejoins ce que dit Lucie, je trouve ça difficile aujourd'hui, très clairement. Et puis oui, j'insiste, mais je sais pas si vous voyez de quoi je vais parler, mais il y a un peu un truc qui tourne sur les réseaux notamment, et sur les questions de féminisme, et par exemple sur comment les hommes cis peuvent exister actuellement, on va dire, et les problématiques autour de tout ça. Et, pas mon problème. pas mon problème. Et où du coup, en fait, il y a un peu ce truc de dire vous vous rendez compte, mon mec, il fait la vaisselle, ou il me frappe pas, ou machin, ou en fait, c'est juste
c'est une personne normale. C'est une personne normale. Cette personne est normale. Elle fait le minimum syndical, comme on fait tous le minimum syndical. Et en fait, j'ai pas envie forcément de jeter des fleurs à cette personne parce que cette personne n'est pas violente, par exemple. Et c'est la même chose pour moi vis-à-vis du fait d'être inclusif dans un milieu du tatou. En fait, c'est normal d'accueillir toute personne, en fait. Et j'ai pas envie d'insister lourdement sur le fait qu'on est merveilleux parce qu'on accueille tout le monde. C'est normal, ça devrait être comme ça partout. Alors, d'un côté, je suis complètement d'accord, on confond beaucoup dans nos milieux, ou même dans la vie en général, la décence et le merveilleux. Ouais. Mais, et je suis d'accord avec toi, et ça saoule en fait d'être obligé d'en faire des caisses par rapport à l'inclusivité, mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a encore trop souvent des gens, des personnes, par exemple des personnes noires ou des personnes grosses qui vont avoir cette idée reçue qu'en fait on peut pas tatouer des peaux noires, et qu'on peut pas tatouer des corps gros parce que les tables vont pas tenir, parce que c'est chiant, qu'on peut pas tendre la peau ou quoi. Et je vois qu'il y a encore quand même beaucoup d'idées reçues parce qu'il y a des gens qui m'approchent et qui me posent ces questions, genre j'ai une peau noire, je suis désolée, je sais pas trop si c'est possible de mettre de la couleur, ou alors je suis grosse, je suis désolée, je sais pas trop si ça va le faire, est-ce que ça va pas être trop chiant pour toi. Et du coup c'est quand même important d'aller répéter que bah si en fait leur peau c'est la même que les autres, en fait on peut tout à fait les tatouer. Et c'est encore beaucoup véhiculé, je trouve, ces idées là qui sont hyper délétères par des gens, quand tu regardes en fait Instagram et quand tu regardes la façon dont les gens gèrent leur feed, il y a encore beaucoup de feeds de gens, et particulièrement de mecs cisgenres, qui vont poster que des photos de clients-clientes blanches, très jeunes, très minces, très dénudées, avec des corps qui sont vraiment dans les normes top modèles en fait. Et du coup c'est sûr que quand tu vas sur des books de tatouage et que tu vois que des corps comme ça, tu te dis en fait je suis gros et noir et je suis un gars et je suis tout petit et du coup j'ai pas du tout un corps qui correspond à ça, donc en fait c'est même pas la peine que j'essaie d'aller voir cette personne là. Enfin, il y a encore trop de mise en scène sexiste en fait dans l'imagerie qu'on renvoie du tatouage qui font que trop de gens, je pense, se sentent pas en mesure d'aller demander de se faire tatouer. Et du coup, nous, c'est à nous de ramer du coup derrière pour faire comprendre à ces gens-là que si, ils sont les bienvenus, qu'on peut tout à fait les tatouer. Et du coup, je pense que c'est trouver un équilibre entre continuer à mettre ça en avant et pas faire genre, voilà, j'ai mon badge merveilleux, je suis trop bien, mais parce que juste on rappelle des règles décentes de la vie et d'acceptation. En fait, mais oui, parce que le fait, après, ça dépend dans quel contexte. Mais après, de toute manière, voilà, on parle d'Instagram parce que on est tous tellement dépendants d'Instagram. C'est la seule vitrine pour tout le monde, parce que même si tu as un site, même si tu as une mailing list, mais en fait... Ça marche plus aussi bien qu'avant. Voilà, ça passe par Instagram. Donc après, c'est bien au moins, tu dis, tu peux l'afficher, surtout si tu as un lieu dans ta bio. T'es pas obligé de le dire tout le temps, de dire je me mets une coupe des champions, mais par contre tu dis au moins de le dire, parce que pour que les personnes, parce que je pense que la personne, comme tu dis, le tatoueur un peu classique qui va poster des fesses avec des petites culottes, avec des tatous, tu sais, en mode un peu, souvent on voit ça. Probablement, après, c'est pas dit. En fait, c'est juste une personne qui réfléchit pas, et qui, bien sûr, si ça se trouve, et s'il a des clientes, des clients racisés ou des personnes grosses et tout, c'est pas obligé de penser que cette personne va dire non, toi, tu vas pas pouvoir être tatoué, tu sors de là. Ça se trouve, cette personne, il va faire aussi un bon travail. Mais malheureusement, il y en a encore des tatoueurs peut-être, qui mais refusent ça, ce genre de clientèle. Oui, mais ça, après, on peut pas forcément on peut pas être dans leur tête, et on peut pas faire un processus à ce qui pourrait se passer, ça arrive ou pas. Mais le problème, je pense que c'est même encore plus grand, c'est que cette personne, même si une personne grosse va venir, il va la tatouer, lui, dans sa tête, en tout cas, c'est pas le tatou qu'il va mettre devant, parce que mentalement c'est très codé, et que du coup il va avoir la top modèle tatouée, et c'est, même si la personne, si ça se trouve, elle est juste de le minimum syndical de décence, de gentillesse, mais en tout cas la communication autour du corps fait que si des personnes ne sont jamais remis en question qu'en fait tout corps peut être pris en photo et être montré en tant que tatou, même si la personne est la plus gentille du monde quand il tatoue, qu'il n'est pas problématique, mais c'est
c'est que nous, on nous arrive, c'est systémique, la problématicité est systémique dans la façon dont tu communiques autour de ça, parce que du coup, tu vas avoir cet imaginaire c'est vraiment l'imaginaire classique du tatou, véhiculé par tous les magazines de tatou depuis des années. Maintenant, heureusement, ça n'existe plus trop, les magazines de tatou. Enfin, ça existe, mais beaucoup de nouvelles, non? Une nouvelle esthétique arrive, c'est très très bien. On est quand même dépendant d'Instagram, mais grâce à Instagram, on peut chevaucher la partie un peu classique des communications des tatoueurs. C'est un peu pour moi, je me dis, c'est comme si au moins t'as quand même la place de faire un peu de ricochet, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment, mais c'est même au-delà, je me rejoins à ce que tu dis, mais en fait, je me dis, c'est même au-delà de la personne, le cas échéant. Toi, t'es bien, toi, t'es pas bien, toi, t'es inclusif, toi, t'es pas inclusif. En fait, limite, on s'en fout pas dans l'humain, mais en fait, c'est tellement plus codé qu'en fait, c'est ça qu'il faut aller casser. Enfin, ça est en train de se passer quand même, mais c'est chiant. Mais... Artistique. Tu as parlé un peu du textile, mais tu fais d'autres choses, Lucie. Et toi aussi, Cécile, tu fais d'autres choses. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'écriture dans le cadre du militantisme. Est-ce que tu peux nous parler de Polysème et des autres choses que tu fais autour de ça, s'il te plaît? Donc, plus le côté militant dans les pratiques ou en fait, un peu tout après tout se rejoint, il y a des passerelles. passerelles. Je pense que tout se rejoint, tout a des passerelles. Donc tu parles un peu de queeritude, donc tu parles un peu de tatou, donc tu parles un peu de pratique artistique. De toute façon, c'est difficile de tout différencier. Ouais. Mais si tu peux nous parler de Polysème et voir où ça nous emmène en termes de ta pratique artistique plus généralement. Polysème, du coup, c'est un magazine féministe que j'ai co-créé il y a à peu près 4 ans avec une autrice et poétesse qui s'appelle Raphaëla Higuan, qui est plutôt basée à Paris. Et ce magazine-là, la création, elle arrivait un peu à un moment où moi, avant ça, j'étais surtout axée sur la photo, et je commençais tout juste la réalisation de courts-métrages, donc j'étais beaucoup plus dans une pratique liée à l'image, en fait. Et ça faisait déjà 10 ans que je passais du temps à me plaindre du côté très masculinité toxique du milieu de la photographie, parce que en fait, quand t'as l'air d'être une meuf et que t'es un peu jeune en plus, y a tout le temps des mecs qui viennent t'emmerder sur le côté technique, etc. Et c'est super chiant. C'est clair. En plus de ça, comme je photographie depuis très longtemps beaucoup décors nus, je suis en lien avec beaucoup de gens qui posent nus et des gens du coup qui ont eu beaucoup de cas de violence avec des photographes hommes. Et quelle surprise. On s'y attendait pas du tout. Et du coup j'ai passé des années en fait à beaucoup outer des photographes violeurs sur Twitter. Et je suis arrivée au bout de 10 ans vraiment lasse de ce milieu-là, de comment ça fonctionne. Et j'en pouvais plus en fait d'avoir tous ces hommes-là autour. Après, je suis très amie avec des photographes hommes qui font très bien leur travail. Mais quoi qu'il en soit, il y avait un nombre tellement important... J'ai des amis photographes hommes. Ça y est. On la coupera, celle on peut pas la garder. Je suis misandre, mais j'ai des amis hommes. Ça y est. Non, mais voilà, mais il y avait quand même un nombre tellement conséquent de gens qui vivaient des violences dans le cadre de leur pratique de modèle que en fait j'en pouvais plus. Et à côté de ça, Raphaëla, donc qui était plutôt du côté écriture et poésie, elle vivait aussi des choses, a vu par exemple son travail pas récompensé lors d'un concours alors qu'il aurait pu, mais parce que le texte parlait de violence et que c'était trop dur pour le petit public, tu vois. Son expérience de femme qui a vécu des violences en fait a été complètement mise de côté pour des questions de sexisme en fait aussi. Et on s'est retrouvés à ce moment-là à se dire ça commence à être chiant en fait de pas arriver à développer des réseaux où il y a un peu moins de violence, et on s'est dit on va essayer de faire ça. Et donc du coup le but de ce magazine c'était de faire participer des gens, donc avec des thèmes, donc un thème assez ouvert et n'importe qui peut venir participer et proposer son travail à partir du moment où la personne n'est pas un homme cisgenre. Donc l'idée c'était de créer ça en non-mixité.
Et alors en ce moment c'est un projet qui est un petit peu en pause parce qu'on a sorti pas mal de numéros, c'est très chronophage, on est aussi très critiqué sur notre modèle économique parce qu'en fait c'est associatif, on se rémunère pas du tout, donc c'est très fatigant pour nous. Parce que passer beaucoup d'énergie dans un taf où tu ne gagnes jamais d'argent et où du coup t'es obligé de travailler encore à côté pour gagner de l'argent et payer tes factures, c'est compliqué. Et du coup comme c'est un magazine qu'on vend pour pouvoir payer les impressions, payer la pub, payer le côté administratif parce que un compte en banque ça a des frais, une boutique en ligne ça a des frais, etc. Mais ça nous permet pas de générer assez de revenus pour payer les artistes, donc c'est aussi quelque chose qui est critiqué et qui est normal. On arrive à un moment où on est en mode, payer les artistes et particulièrement les artistes queer ou racisés par exemple qui n'ont pas beaucoup de revenus, ça devrait être indispensable, mais d'un autre côté pour que ce genre d'initiative existe on n'arrive pas à avoir de subventions parce que ça intéresse personne, ça intéresse pas les gens qui donnent les subventions en fait, les projets queer, donc on se retrouve un peu coincé entre toutes ces choses où on aimerait bien payer les gens mais on n'a pas d'argent, donc en fait est-ce que du coup ça veut dire qu'il vaut mieux pas exister que exister, payer personne, je sais pas. C'est des questions, ça fait 4 ans que je me les pose, j'arrive pas à y répondre. Je comprends qu'on nous critique, je sais pas s'il faut continuer à exister ou pas, mais voilà, pour le moment c'est un peu en pause parce que c'est très chronophage, ça pose un petit peu toutes ces questions. Mais voilà, mais en tout cas, ça a été un tremplin pour moi pour faire de l'édition, pour faire de la curation, pour faire un travail d'éditorice avec des gens à qui on a aidé à créer des zines qui faisaient un petit peu portfolio de leur travail. Et ça a été aussi un tremplin pour me remettre à l'écriture et pour redévelopper ça et me sentir un petit peu légitime à le faire aussi parce que j'écrivais quand j'étais plus jeune, j'ai appris vraiment à écrire de façon plus académique lors de mon master de recherche, lors de ma thèse aussi après parce que c'est des domaines où tu es tout le temps en train d'écrire en fait pour pouvoir diffuser ton travail et le résultat de tes recherches. Et là, je passais plus dans un côté très sciences humaines, à parler finalement de féminisme, de violence, de patriarcat. Et voilà, ça m'a permis petit à petit de mettre en route, d'avoir des gens dont c'est le travail depuis longtemps d'écrire sur des sujets comme ça, de me relire, de me faire des retours, etc. Et voilà, et aujourd'hui, j'arrive à me sentir mieux dans mon écriture, à publier des choses, je pense, qui sont d'une qualité suffisante pour être lues par d'autres êtres humains. Et du coup, comme le magazine est un petit peu en pause aujourd'hui, mes textes, je les publie sur Mediapart, dans un blog sur Mediapart, et ils ont été pas mal relayés par la plateforme, donc c'est que ça marche. C'est cool, ça trouve écho chez des gens aussi, quoi. Et donc tu écris plutôt des essais ? Des textes de quel genre Alors c'est plutôt des articles sur des questions de violence envers les femmes et les minorités de genre, de violences sexuelles. J'écris pas mal sur les féminicides par exemple, sur des questions de violence intrafamiliale aussi, et sur des questions de mémoire, de transmission, dans le cadre de ma culture familiale par exemple. Et j'aime bien écrire aussi sur des questions de... Alors ça rejoint un peu tout ça à la fois, mais sur des... Comment résumer ça ? sur des aspects sociétaux qui ont été qui ont vécu des femmes ou des minorités de genre et qui ont été complètement silenciés, par exemple pendant des temps de conflit, pendant des temps de guerre, qui ont touché par exemple des violences qui ont touché spécifiquement des femmes à un moment donné, à un endroit donné, et qu'après on a complètement mis de côté parce qu'ensuite tu donnes des lauriers aux hommes qui sont allés se battre sur le champ de bataille, aux hommes qui ont résisté, puis finalement les femmes qui ont vécu ces violences là au milieu, on n'en parle jamais à aucun moment, quoi. Ok. Est-ce que ces questionnements-là, on les retrouve aussi dans les films que tu réalises ? Plus sur des questions de genre et de sexualité finalement, parce que dans ces films-là, c'est marrant, c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps, lors d'une projection de mes films, et on me demandait... Tiens, c'est bizarre. Il y avait une exposition de mon travail photographique qui est aussi plus de travailler sur les questions de violence. Et il y avait la diffusion de mes films et les gens avaient vu les deux, l'expo et les films. Ils me disaient, c'est marrant, dans tes photos, on voit beaucoup de choses liées à la violence et dans les films, il y a un côté très joyeux. C'est étrange comment tu associes les deux. Okay. Je pense que les films, c'est plus parler aussi justement de représentation des corps, des sexualités qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup, c'est une violence en soi, de ne pas se sentir représenté de toute façon dans la culture, la société, etc. Mais j'y mets un aspect plus joyeux, finalement, dans ces films-là. Donc, une façon de représenter
ce que moi j'ai pas senti quand j'étais plus jeune, et du fait que du coup je me sentais pas représentée, je savais pas si j'existais vraiment, je savais pas comment exister. C'est de façon plus joyeuse de montrer ça. Et je suis content finalement d'arriver à faire coexister ça, d'un côté dénoncer les violences, mais de l'autre côté montrer aussi que nos existences, c'est pas que de la violence, c'est aussi beaucoup de joie d'être comme on est, et on peut en sortir des choses très, très joyeuses, très colorées aussi, quoi. Donc finalement la joie fait partie du militantisme aussi. Je pense que c'est aussi une façon de montrer les choses et de diffuser des choses, parce que ça fait partie de nos vies. Nos vies, c'est pas que du négatif, hein. Il y a aussi des choses très belles, très positives. Sinon, je pense qu'on se serait tous suicidés à 18 piges et il n'y aurait plus rien d'autre, quoi. Enfin... Est-ce que, du coup, est-ce qu'il y a des endroits sur les internets, par exemple, où nos auditeuristes peuvent regarder tes films ? Non. Ah. Des endroits dans le monde, des festivals à venir. Ouais, ils continuent à être diffusés en festival actuellement. Après, on aimerait bien petit à petit trouver une plateforme où pouvoir les diffuser, mais comme il y a des scènes de sexe, clairement, dedans, avec les lois américaines contre le travail du sexe, ça devient très difficile de trouver des plateformes qui acceptent d'accueillir ce genre de films. Donc pour le moment, on n'en a pas. Mais voilà, ça continue à passer en festival. Ça passe en fin de semaine au festival, au FES Festival qui est à Genève. Okay. La semaine suivante, ça va passer dans un festival qui s'appelle le Luststreifenfest, je crois, qui est à Basel, aussi en Suisse. Il va y avoir le Panfilm Festival d'Athènes aussi dans 2-3 semaines. Le Pink Screens Festival, qui est un festival aussi axé queer et sexualité, qui est... Je sais plus si c'est à Genève ou à Lausanne par contre, mais je crois que c'est en Suisse aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs festivals dans les prochaines semaines. Après voilà, pour les auditoristes, j'ai un portfolio, donc c'est lafirène.fr, il y a tout dessus, toutes les informations, les dates, on peut retrouver mes textes, mes photos, les dates des festivals pour les courts-métrages, un lien vers les tatous, enfin il y a tout est dessus, voilà, c'est une petite plateforme. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Lucie, toi tu brodes, tu peins, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais en dehors du tatou dans ta pratique artistique ? Ouais, du coup, pour moi, c'est un peu un mélange de tout, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles en fait je fais pas vraiment de distinction au niveau de la communication et de la manière dont je le présente, parce que en fait, j'ai mis longtemps avant de comprendre que j'étais moi-même une pluralité de choses, que je suis à la fois arménien et français, que je suis à la fois tatoueur et brodeur, que je suis non monogame, que je suis pan, donc voilà, en fait c'est un peu, j'ai mis longtemps en fait avant d'assumer le fait que j'étais une pluralité de choses et d'existence, et que de ce fait j'ai aussi une pluralité de manières de m'exprimer, et donc sur différents types de supports. Et donc du coup c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'accepter, parce que je pense que pendant longtemps je me disais que si j'étais pas capable de faire des choix dans ma vie, c'était que j'allais forcément mal faire quelque chose, que j'allais passer à côté de quelque chose, que j'allais moins m'investir dans un des supports. Du coup au final maintenant je pense que j'arrive beaucoup plus facilement à accepter cet aspect-là et aussi à le vivre, et donc du coup par rapport à mes différentes pratiques, je pense que je le vis assez librement, c'est-à-dire que par rapport à l'art textile, je fais beaucoup de broches parce que j'aime que mon travail puisse être porté, et après je donne aussi pas mal de temps en temps, je donne des cours parce que j'aime aussi que ce soit des techniques qui puissent être apprises et transmises et utilisées par plein d'autres personnes. Et je sais aussi que c'est des choses que si on t'apprend pas, si t'es pas dans une famille où on t'apprend un petit peu à utiliser une aiguille, en fait tu sais pas forcément comment t'y prendre, et étant une personne 10, je sais aussi à quel point ça peut être compliqué les systèmes d'apprentissage, donc j'aime pouvoir donner des cours de temps en temps pour pouvoir permettre à tout le monde d'apprendre et d'utiliser ces techniques. Et après spécifiquement par rapport à la peinture, je dirais que
j'en fais peut-être pas autant que j'aimerais, mais en fait j'aime pouvoir proposer des designs qui sont pas adaptables forcément au tatou, ou en tout cas permettre à des personnes qui n'ont pas soit les moyens, soit pas envie en fait de porter ce que je fais en tatou, de pouvoir avoir accès finalement à mes créations artistiques et pouvoir avoir des choses à mettre chez eux, quoi. Donc du coup je fais aussi de la linogravure, je fais aussi un peu de peinture, voilà. Mais je pense que c'est aussi plutôt une manière de permettre en fait à toute personne de pouvoir être touchée par mon travail. Oui. Il y a beaucoup de récupération, notamment dans ton travail de broderie. Moi, j'ai fait un cours de broderie avec toi, tu parlais beaucoup de récupérer dans les brocantes, etc., des fils qui étaient sortis des usines, qui sortaient des greniers, etc. Et puis je pense il me semble que tu utilises des prothèses, notamment des prothèses d'yeux. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la réutilisation, de la récupération dans ta pratique ? Oui, bah en fait c'est quelque chose qui me paraît primordial à l'heure actuelle, dans le sens où le monde est en train de s'écrouler, que du coup l'hyperproductivité, le capitalisme est clairement en train de tout détruire ou a déjà tout détruit en fait. C'est la faute à Gucci. C'est la faute. Et malheureusement, on va se faire censurer. Et malheureusement, je trouve que c'est très triste à dire, mais dans le tatou, même si petit à petit il y a des choses qui essaient de se mettre en place, on utilise énormément de plastique, on crée beaucoup de déchets, mais c'est lié aussi aux règles et aux normes d'hygiène, donc on n'a pas tellement le choix malheureusement. Mais du coup, c'est vrai que pour ce qui est du reste de ma pratique artistique, je tiens à essayer de faire les choses le mieux possible, et donc du coup à beaucoup bosser avec des matériaux de récupération. Et au-delà de l'aspect vraiment pratico-pratique, je crois que j'aime vraiment beaucoup sauver en fait des choses de la poubelle, ennoblir finalement des choses qu'on estimait être inutiles ou cassées. Et en fait je pense que c'est aussi quelque chose que je mets en place dans mon travail dans le tatou, c'est-à-dire que je pense que j'aime aussi foncièrement pouvoir travailler avec des gens qui se considèrent comme étant un peu être le rebut de l'humanité, ou être cassé, ou pas correspondre aux normes, et en fait de dire ok, en fait de tout ça en fait on peut clairement faire des choses fabuleuses et vraiment belles, et donc c'est aussi quelque chose que je mets d'un point de vue vraiment très terre à terre en place dans mes pratiques artistiques, et voilà. Et après je crois que c'est de toute façon un truc que j'ai toujours fait depuis que je suis enfant. J'ai vraiment une passion poubelle, quoi. Je trouve ça génial, la définition du terme queer, la définition du terme punk aussi, de savoir que de base c'est vraiment des insultes, et c'est vraiment dire ok, en fait on est des indésirables, mais en fait on peut en faire tellement plus, et puis en fait c'est aussi une forme de fierté en fait, d'exister malgré le fait qu'on ne fait pas partie en fait de ce qu'on classifie comme étant normal et comme étant beau et comme étant propre. Donc je pense que c'est aussi des choses que j'adore faire en fait dans le textile, quoi. Et comme c'est quelque chose de beaucoup plus palpable, beaucoup plus matériel finalement que le tatou, ça me permet aussi d'utiliser différentes fibres, différentes matières, et ça c'est quelque chose qui me plaît vachement, quoi. Ok. La partie recyclage, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus avec la photo, parce que j'utilise, alors ça je l'ai pas précisé, mais j'utilise que du matériel photo ancien, je fais que de l'argentique, je vais chiner des vieilles pellicules, etc. Et je trouve que j'ai le même rapport que toi au côté recyclage et poubelle, et je trouve qu'il y a aussi un côté assez fierté d'arriver et challengeant en fait, à te dire ok, je vais réutiliser que du vieux et je vais réussir à créer quelque chose de fabuleux avec ça, et je vais pas avoir besoin d'aller racheter quelque chose en fait, ouais, il y a un côté assez cool, je trouve, à arriver à faire avec de l'ancien que t'as trouvé comme ça, ou qui traîne chez toi, que t'as trouvé au puce, et comment dire, ça te fait une contrainte de matériel disponible restreint, et c'est très cool d'arriver à faire avec ce genre de challenge là. Ouais. Je pense qu'il y a aussi tout un aspect où tout à l'heure tu parlais du fait que quand t'es quelqu'un qui est perçu comme femme dans un milieu artistique, il y a souvent
des personnalités qui sont souvent des hommes cis, peut-être même plus âgés que nous, qui viennent nous voir en disant de toute façon si t'as pas le bon matériel, tu vas pas pouvoir faire ta pratique artistique. Et donc il y a ce côté réclamation justement de tu sais quoi, non en fait j'ai pas besoin d'un super appareil photo, non j'ai pas besoin d'une basse à 7 cordes, on n'entend pas les infrasons. Peut-être que c'est la même chose dans la musique, mais dans la photo il y a beaucoup ce côté très sur la technique de et c'est particulièrement chez les mecs ce truc de il faut avoir l'appareil photo dernier cri, l'objectif dernier cri au prix le plus scandaleux possible, et à la limite les photos qui sortent à la fin tu vois ils s'en foutent en fait. Il y a vraiment ce côté il faut avoir le matériel le plus onéreux et le plus high-tech possible. Et moi ça m'a rebuté tout de suite en fait, cet aspect là ça m'intéresse pas du tout, mais peut-être que ça tu le retrouves aussi du coup dans la musique, sur le matériel. Énormément sur le matériel, le tatou de ouf aussi. sur le matériel, oui bien sûr sur le tatou il y a toujours cette discussion évidemment, mais sur la musique il y a le matériel. Alors après moi j'ai une situation de musicien maintenant qui est extrêmement privilégiée parce que j'ai bossé pendant longtemps dans l'industrie de la musique, donc j'ai accès à des studios, il y a des super matos, on m'a prêté du super matos et ça c'est hyper cool, mais c'est pas nécessaire. Le prochain concert que je vais faire il n'y a pas des milliers d'euros, enfin si parce qu'il y a des guitares et il y a des micros, il y a quand même déjà des milliers d'euros. Et le micro de Dave Grohl. Il y a le micro de Dave Grohl, mais il n'y a pas les Mime Glove qui était un budget complètement différent. Mais par contre dans la musique ce qu'il y a aussi c'est que en plus du matériel je pense qu'il y a tout le côté technique, et il y a plein de gens qui te disent de nos jours, du jour où il y a eu la musique assistée par ordinateur, où tout le monde a un laptop, en fait tu peux pas juste te permettre de composer, tu peux pas juste te permettre de jouer un instrument de musique, il faut aussi avoir un côté technicien, il faut aussi être un super recording engineering et mixing engineering, il faut savoir tout faire en fait dans la technique, ce qui quand t'es compositeur ou quand t'es musicien ou quand t'es chanteur en fait t'as pas envie de faire ça, t'as envie de chanter une mélodie et de l'enregistrer au piano, et même si tu sais pas te servir d'Ableton, si t'as pas du super matos, etc. Donc ouais ça existe vachement dans la musique, ouais. Mais il y a Grimes par exemple justement, alors maintenant Grimes bon quand même mais au début de sa carrière c'est vendu au capitalisme un peu hein. Oui. Au début de sa carrière elle était particulièrement intéressante parce qu'elle a sorti des albums qui étaient des bombes sur tous les marchés, ça sonnait comme rien de ce qu'on n'avait jamais entendu avant, et elle arrêtait pas de dire, il y a des mecs qui arrivent et qui me disent qu'ils vont m'apprendre à faire de l'engineering de musique, alors que moi je m'en fous, quoi. Je fais ma chanson sur mon clavier dans ma chambre, la chanson elle sort, les gens aiment ma chanson, viens pas me dire à moi qu'elle est pas suffisante en fait, donc c'était assez intéressant, ouais. Et oui effectivement, ouais. Moi je les appelle les Jean-Luc Solo, les gens qui viennent te faire un cours de technique. Il y a des Jean-Luc Solo dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Est-ce que toi Lucie t'as eu ce genre de... Alors voilà, la musique, le tatou, la photo c'est des milieux traditionnellement très masculins finalement, et c'est chiant. Et dans le côté textile aussi, est-ce que c'est des choses que tu as pu voir Pas du tout. Vraiment pas. Après, moi, je vais avoir peut-être une vision un peu biaisée de la chose parce que, en fait, ça n'a jamais été mon gagne-pain principal. Donc, du coup, c'est vrai que je pense que déjà, les questions, je sais pas, de concurrence ou quoi, ça n'est... Enfin, voilà, moi, je le vis pas comme ça. Je sais que, du coup, pour en avoir discuté avec d'anciennes personnes avec qui j'ai pu faire mes formations textiles, de voir aussi à quel point ça peut être des milieux hyper toxiques des fois, notamment en haute couture, quand tu vois comment ça se passe un petit peu, les ateliers de broderie, etc. Donc c'est très spécifique, mais finalement en fait c'est un peu à ça qu'on m'a entre guillemets peut-être formé à faire. Globalement, moi je vais vraiment parler que de ma vision vis-à-vis plutôt de l'apprentissage. Au contraire, c'était hyper chouette parce que y a vraiment un échange hyper fluide sur comment avoir accès aux techniques, comment transmettre des techniques, comment essayer de maîtriser certaines choses, et surtout vraiment une entraide et une adelphité, une sororité hyper forte, notamment avec des personnes que moi je considère toujours comme étant des amis très proches, alors que ça fait 15 ans qu'on se connaît et qu'on se voit pas tout le temps parce qu'on habite géographiquement à différents endroits, mais moi ça m'a apporté beaucoup de choses, et au final c'est la même chose avec le tatou. Enfin, moi je sais que même si c'est de base quand même un milieu qui se voulait très masculin et parfois très, très toxique et très tourné aussi sur des questions de polyaddiction, bref.
on peut en parler pendant des heures. Je sais aussi que avec les années, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens qui étaient vraiment dans le partage, dans le tatou, et qui n'étaient pas dans le jugement, et qui étaient vraiment dans l'accompagnement et la transmission. Et je pense que du coup, c'est des valeurs qui me sont très chères, et en fait, c'est comme ça que je détermine si j'aime un lieu, si j'ai envie de revenir en guest, si j'ai envie de construire des liens avec les personnes ou pas. Et du coup, je trouve ça hyper chouette de savoir qu'à l'heure actuelle, partout en France, en fait, que ce soit par le biais du textile ou par le biais du tatou, j'ai des amis sur qui compter, qui m'ont beaucoup apporté, et techniquement, quoi, d'un point de vue, une sorte de bagage, en fait, vraiment pratico-pratique sur mes différents aspects artistiques. Avec le doigt sur l'oreille. Spiritualité. Spiritualité. Oh yeah. Est-ce que vous avez des pratiques qui vous aident à vous centrer aussi bien dans votre pratique artistique que dans vos vies de tous les jours, que ce soit yoga, méditation, spiritualité? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et ben, du coup, j'ai cru comprendre que la question ici, elle n'était pas tournée autour de la religion. Et en fait, malheureusement ou heureusement, je sais pas, je vais faire un lien avec ça. Moi, je suis une personne athée, mais j'ai une forte connexion avec l'iconographie religieuse et avec les églises. Et du coup, je sais que c'est quelque chose que j'entretiens un lien en fait assez mystique avec ces endroits, et où en fait, je me rends compte que c'est des lieux où je me sens bien, et où je me sens je sais pas, il y a vraiment une sorte de mysticisme qui me touche beaucoup, et donc en fait je sais que c'est des endroits où je vais assez régulièrement pour juste me poser et respirer. Mais sinon oui, je pense que typiquement, le yoga, c'est une pratique que j'essaie de mettre en place un petit peu, mais en fait, je me rends compte que déjà, ça fait ressortir de la dysphorie chez moi, donc c'est pas l'idéal. Et je pense que je suis trop dissociée vis-à-vis de mon corps pour faire une connexion. Donc non, c'est pas des choses que j'arrive à mettre en place. Et très paradoxalement, je pense que l'aspect du mysticisme et de la spiritualité, c'est des choses que l'on peut retrouver dans mon travail, mais c'est quelque chose auquel j'aspire, mais que je n'atteins jamais. Donc voilà. Ok. On pourra parler un jour de l'inclusivité dans le yoga, mais c'est pas pour aujourd'hui. Tu veux parler je sais pas si tu voulais en parler. du féminin sacré, c'est ça? Quels sont les corps qui ont le droit de faire du yoga Ou pas. Et du coup, Cécile, est-ce que toi, tu as des pratiques qui te posent, qui te centrent, ou pas? Est-ce que tu as un lien justement à un imaginaire religieux ou pas du tout? Est-ce que ça te parle? Alors j'ai été élevée dans un milieu... dans une famille qui avait quand même... qui n'était pas religieuse assumée, mais avec quand même des liens avec la religion à la fois catholique et religion à la fois orthodoxe. Après j'ai quand même été enseignant dans des établissements catholiques privés, donc la chrétienté c'est un truc qui a toujours été un peu en fil rouge dans ma vie, mais qui paradoxalement m'intéresse pas plus que ça. J'ai beaucoup été au catéchisme quand j'étais plus jeune parce que j'avais envie de connaître cette religion, de comprendre, etc. Et une fois que j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre, c'est-à-dire qu'il y avait des petits problèmes d'inclusivité là-bas, ça m'a plutôt intéressée. Et par rapport à la spiritualité, c'est un mot que je comprends pas trop. Spiritualité. C'est pas du tout un mot que j'utilise dans ma vie. Mais après, je pense qu'il peut se rapprocher le plus de ça, c'est que je prends soin de moi et de ma tête en allant en thérapie, en faisant du sport, en faisant du yoga quand mes colocs m'obligent à faire du yoga. En ayant une sexualité, et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'une spiritualité, de ce qu'on peut voir dans ce mot-là de façon traditionnelle. Enfin, je pense que c'est prendre soin de soi et de sa tête, finalement, la spiritualité. Donc, créer de l'espace, je pense. Se recentrer sur soi, faire le vide aussi, ce genre de choses. Ok. Et ben merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. D'avoir amené beaucoup de trop thématiques qui vont enrichir tous les auditoristes.
Merci beaucoup. C'est un peu Beaucoup d'heures. frustrant, hein. J'ai l'impression que tout ce qu'on raconte, c'est des ouvertures vers des sujets plus vastes et il y a tellement de choses à dire. Ouais, bah oui, effectivement, c'est vrai que on pourra, la prochaine fois que vous viendrez, on reprendra la la suite. chose. On fera un On podcast fera de la 5 suite. heures et ce sera trop bien. Voilà, c'est incroyable. Merci à vous en tout Merci cas. beaucoup. Et puis Merci. j'espère que vous aurez l'occasion de continuer ce projet et de pouvoir interviewer encore plein d'autres personnes très intéressantes. Et j'ai hâte d'écouter tout ça. Merci. C'est générique de fin. Générique de fin, oh yeah, oh yeah. Merci Nico. Merci Justine. Oui, ça a été encore une merveilleuse occasion d'apprendre plein de choses sur les gens qui nous entourent. C'est vrai, c'était cool. On se voit bientôt pour le prochain épisode du podcast. Oui. 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 Salut, bisous. Salut, bisous, bye bye, à la prochaine.